Eh bien, si vous venez de nous rejoindre, c'est bien sûr Matin d'Éden qui est en cours. Nous sommes dans la rubrique Analyse. Henri Yambodé, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour également aux différents auditeurs de Radio Diaspora FM qui nous écoutent, et on salue également les internautes qui nous prendront bien sûr en vol. Merci à tous ceux qui sont des abonnés fidèles de ce programme. Allez, Mac Boudianou, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous les amis téléspectateurs et à tous les internautes, également à tous les auditeurs de la 102.3. C'est un plaisir de vous retrouver encore à nouveau après une courte absence. N'oubliez surtout pas les internautes aussi qui réagissent sur nos plateformes. Exactement. Allez, Henri Yambodé, je commence par vous. Nous allons parler bien sûr du chef de file de l'opposition. Gascani Info nous informe dans sa parution que c'est un poste fantôme malgré la loi. Vous confirmez que c'est un poste fantôme? Le journal a bien fait. Ah bon, le journal a bien fait? Oui, en s'appuyant donc sur les réalités que nous observons aujourd'hui. Je vous fais pas cette histoire-là. Le premier chef de file de l'opposition à l'aide de la rupture qu'on a connu, c'est Paul Hongpei. Tout à fait. Paul Hongpei qui donc a été, par décret, donc, a été nommé à ce poste-là, qui devrait normalement impulser une dynamique au niveau de ce poste. Mais on a constaté qu'à un moment donné, son silence également a joué un sale tour à ce poste. Après, on a eu vent de la nomination par décret de Éric Ngoundété. Est-ce que nous allons parler de silence, Henri Yambodé? Oui, parce que, en fait, quand vous nommez chef de file de l'opposition, il y a des rôles qui vous sont dévolus. Mais Paul Hongpei n'a véritablement pas joué ce rôle-là. Par exemple, je dis qu'il est dit quelque part dans la loi que le chef de file de l'opposition peut accompagner la délégation gouvernementale pour aller sur le terrain. Doit opiner également sur certains sujets d'actualité. Si on prend Paul Hongpei, combien de fois il est sorti, il a fait des déclarations pour opiner sur des questions qui touchent la vie, qui touchent également la politique béninoise. On peut compter, d'accord? Et après, c'est Éric Ngoundété qui a pris après l'élection de 2023 où le Parti démocrate a pu engranger 28 députés. Éric Ngoundété, donc après ça, eh bien, on se disait, bon, il y aura donc une nouvelle dynamique à ce niveau-là. Mais, paf, après le congrès de Parakou où Boniayi a été nommé président du Parti démocrate, on se demandait, mais le doute s'est installé automatiquement. Est-ce que c'est Éric Ngoundété ou c'est Boniayi à une sortie médiatique, le président, j'allais dire, le porte-parole du gouvernement, Wilfried avait évoqué la question et avait annoncé que c'est Éric Ngoundété donc qui est le chef de file de l'opposition, parce que tout simplement le Parti démocrate n'avait pas envoyé des précisions sur le changement de poste et de tout le reste. Mais pour moi, c'est que oui, il faut que ce poste-là, on donne une autre vision, une autre dynamique, pour que les gens sentent véritablement qu'au Bénin, on a un chef de file de l'opposition. Parce que quand on observe bien un peu la réalité, le parti de l'opposition, les démocrates aujourd'hui, travaille, s'emploie à étendre ces tentacules un peu partout avec des séances mais et s'impose visiblement. Pour s'imposer, je dirais, pour s'imposer. Mais ne travaille pas à s'accrocher à ce poste-là, ne donne pas une idée de ce que, oui, c'est ce parti-là qui a désigné quelqu'un qui occupe officiellement ce poste-là. Donc, pour moi, oui, le journal a peut-être qu'il ne mesure pas l'ampleur de la tâche qui leur a été confiée. Est-ce qu'on va dire ça? Est-ce que c'est pas pour eux également un mépris? Est-ce que c'est pas pour eux un peu empoisonné ou pour eux, empoisonné. On peut dire, bon, parce que d'abord, quand on prend à l'aide de la rupture, le premier chef de file de l'opposition n'a véritablement pas fait un travail pour donner une visibilité à ce poste-là. Pour les uns et les autres, c'est que, bon, il n'y a pas question qu'on s'accroche à ce poste-là, du moment où ça n'apporte rien à la politique béninoise, alors que normalement, il y a un rôle à jouer. Voilà. Henri, à l'heure actuelle, si on doit comparer un peu quand nous prenons le cas de Paul Hongpei et puis d'Éric Ngoundété, qui vous constatez beaucoup plus actif?
dans ce portefeuille-là? Non, Éric Ruté, depuis que le président Yahya Boni est devenu président du Parti des démocrates, Éric Ruté ne porte plus ce titre-là de façon, on va dire, officielle. D'accord? Donc, ne joue plus à travailler, ne joue plus, comment dire, à 100%, à 100% ce rôle de chef de file de l'opposition. Oui. Mais quand même, au nom de son parti politique, arrive quand même à faire des critiques, à faire des observations sur la gouvernance actuelle. Oui. Bon, par on contre, l'a vu quelquefois là. Oui, quelquefois. Par contre, Paul Hongpè, qui est toujours qui est reconnu par rapport à sa position vis-à-vis de la politique en place, le gouvernement en place, est toujours, on le considère toujours comme quelqu'un qui a, je l'ai dit hier, ces clichés-là sont là, et donc forcément, il est difficile donc de dire qu'il est plus en vue aujourd'hui par rapport aux critiques sur l'action gouvernementale. Alors, Mac Goudiano, quelle est votre appréciation? On parle de poste fantôme malgré la loi. Oui, bon, je pense que... Et ça dit qu'on ne sent pas véritablement nos désormais chefs de file d'opposition. Non, est-ce que ça dépend, lorsqu'on parle de poste fantôme, est-ce que ça dépend de la personne, de ceux qui incarnent ce poste aujourd'hui? Je ne pense pas. Ça part déjà en tout cas de ceux qui gèrent le pouvoir d'État et également de ceux qui mettent en place les différentes lois pour pouvoir permettre de pouvoir instituer ce poste-là. Puisqu'il faut dire que ce poste n'est pas un poste à négliger, voilà, à négliger mais qui est régi par une loi. Et donc, quand c'est le cas, c'est qu'il faut appliquer la loi telle qu'on est dans un état sérieux, tel qu'on le vante depuis quelques années et qu'on est dans un état sérieux, en mettant en place un certain nombre de réformes politiques et un certain nombre de dispositions qui sont contenues dans la loi, c'est qu'il faut également respecter cette disposition qui est contenue dans la loi. Je me rappelle très bien que quand Paul Hongpè occupait ce poste, il a toujours dénoncé. Il a dénoncé le fait qu'en réalité, le poste existe, la nomination a été faite, mais dans l'application, dans la réalité, est-ce que le chef de file de l'opposition est autant considéré par le pouvoir en place et a également les moyens qu'il faut pour pouvoir quand même exercer son rôle de chef de file de l'opposition? On a constaté que non. Et donc, après le départ de Paul Hongpè, avec l'arrivée d'Éric Ndété, c'est le même problème qui s'est posé. C'est le même problème qui s'est posé où aujourd'hui, on ne peut pas déterminer, on ne peut pas dire également, encore qu'en griffe pour le poste d'Éric Ndété, on n'a jamais vu ce décret qui officialise réellement le poste d'Éric Ndété en tant que chef de file de l'opposition. Et ça pose un véritable problème parce que là, on ne peut pas affirmer avec certitude, même si le porte-parole du gouvernement est passé sur le sujet en disant que c'est Éric Ndété qui demeure encore le chef de file de l'opposition, quand il s'agissait du fait que Boni Yahya avait pris en temps la tête du parti. Et donc, il s'agissait de savoir, est-ce que actuellement c'est Boni Yahya qui est le chef de file de l'opposition? Il y avait une confusion. Il y avait une confusion et il a clarifié pour dire que jusqu'à nouvelle ordre, c'est Éric Ndété qui est encore chef de file de l'opposition. Mais en étant chef de file de l'opposition, la loi qui cadre ce principe, cette loi a prévu forcément un certain nombre de dispositions qui encadrent ce poste-là. En ce qui concerne, est-ce que le chef de l'opposition aujourd'hui a un bureau? Est-ce qu'il a un moyen de fonctionnement? Est-ce qu'il a cette liberté en tant qu'institution afin de pouvoir participer aux activités politiques en tant que chef de file de l'opposition? Puisque cela lui impose quand même une certaine carrure, une certaine disposition à pouvoir représenter l'opposition dans certaines instances. Et donc, cela pose également ce véritable problème en ce qui concerne ce poste fantôme-là. Ce poste fantôme n'existe uniquement... Vous employez, les mêmes thèmes que nos confrères de Gascani. Parce que quand on parle de poste fantôme, c'est un poste qui existe, qui devait exister. Qui existe de nom. Qui existe de nom. Mais dans la réalité, dans la pratique, on ne voit pas. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui avec Éric Ndété, qui est chef de file de l'opposition, mais qui n'a pas les attributs de chef de file de l'opposition. Quels sont les attributs? Est-ce qu'il a un bureau, d'accord, que lui confère les tests? Est-ce qu'il a un moyen de fonctionnement que lui confère les tests? Est-ce qu'il a la représentation? Mais Mac, est-ce qu'il a besoin d'un bureau avant de... Bien sûr. Attendez, quand vous dites jouer son rôle, vous êtes chef de file de l'opposition, ça veut dire que normalement, ce sont les tests qui décident de le faire et que c'est reconnu dans la loi.
Et donc, il y a un certain nombre de fonctionnements qui régissent alors ce poste que vous occupez selon la loi. Alors, pour pouvoir fonctionner, vous allez fonctionner comment? Pas depuis votre chambre, d'accord? Pas depuis votre propre voiture. Il y aura des moyens de fonctionnement qui devaient être normalement mis à disposition du chef de file de l'opposition, ce qui n'a jamais été le cas. Alors, ne faisons pas deux poids, deux mesures. Quand dans une même république, on sait qu'il y a d'autres personnes qui sont nommées à des postes, directeurs, ministres, députés, bon, je ne dirais pas les députés ne sont pas nommés, ils sont élus. C'est vrai qu'en griffe, on pourrait dire que certains sont nommés. Et donc, c'est en griffe, je le dis. Et donc, quand c'est ainsi, et qu'ils ont des moyens de fonctionnement, ils ont des attributs qui leur permettent quand même de pouvoir exercer pleinement. Il faut également qu'au niveau du chef de file de l'opposition, qu'on arrive quand même si on sait que l'opposition, normalement, on pense que dans un pays sérieux, que l'opposition est vraiment un parti de contre-pouvoir, c'est vrai, mais ça permet également au pouvoir en place de pouvoir analyser... De faire asseoir le jeu politique. Exactement, et de pouvoir voir est-ce que toutes les décisions que je prends en tant que gouvernant sont des décisions qui avantagent également le peuple. Et il faut quand même, lorsqu'on parle d'expertise, on parle de contre-expertise, vous savez bien. Et donc, il faut cette voie-là de l'opposition pour pouvoir mettre en cause un certain nombre de dispositions, pour que le gouvernement également puisse se mettre en cause pour savoir est-ce que ce que je fais est dans la même ligne droite que les aspirations du peuple. Et c'est dans ce rôle-là que le chef de l'opposition également puisse fonctionner, puisse quand même donner son appui. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si le poste est fantôme, selon la loi, malgré la loi, c'est qu'on arrive à voir ces dirigeants ou ces acteurs de l'opposition, en la personne par exemple d'Éric Gondeté, qui sont très actifs sur le plan politique. Même si aujourd'hui l'État ne leur confère pas tous les attributs, ou ne leur donne pas tous les moyens qui concernent le poste de chef de file de l'opposition, eux-mêmes, étant des politiques fins, ils savent déjà qu'ils ne peuvent attendre grande chose. Et donc, du coup, ils fonctionnent comme cela se doit. Ils n'attendent pas forcément. Vous avez vu, la plupart du temps, lorsque vous avez posé la question tout à l'heure, on a vu un chef de file de l'opposition, Paul Roumpouet, presque inactif. Et vous voulez le comparer par exemple à un Éric Gondeté qui est très actif sur le plan politique aujourd'hui. Donc vous voyez déjà le contraste. Ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas besoin, même en tant qu'opposant, et même si la loi nous confère ce rôle-là, ce titre en tant que chef de file de l'opposition, et que même le politique, c'est-à-dire le gouvernement qui est en place, ne met pas les moyens à disposition pour pouvoir pleinement exercer ce rôle-là, vous pouvez quand même le faire sans rien attendre du pouvoir en place. Et c'est ce que fait en réalité les partis de l'opposition. C'est ce que fait en réalité aujourd'hui Éric Gondeté. Vous le voyez sur tous les terrains politiques. Aujourd'hui, lorsque vous prenez le cadre de concertation de l'opposition aujourd'hui, qui sont ceux qui sont là aujourd'hui? Qui sont ceux qui militent beaucoup plus en réalité pour la cause de l'opposition? Plaider pour la relâche des emprisonnés, c'est jouer sa partition. Ce n'est pas seulement la question qui est au cœur des débats au sein du cadre de concertation de l'opposition. Vous avez vu le cas de l'audit du fichier électoral. Et donc, vous avez vu la question liée au code électoral qui est encore sur tapis aujourd'hui. Et donc, les questions de liberté également sont comprises dedans. Et il n'y a pas que seulement le chef de file de l'opposition, par exemple, qui le dit. Il n'y a pas que seulement les acteurs de l'opposition qui le disent. On a vu le président Adjon Mbouili sortir, et pour condamner également le même fait. Ce qui veut dire que lorsque vous prenez l'environnement politique aujourd'hui, ce sont un certain nombre de questions qui sont très importantes aujourd'hui, et le chef de file de l'opposition, ne pouvant pas forcément attendre qu'on puisse lui donner les moyens qu'il faut, et qu'il sait que le gouvernement ne lui donnera forcément pas tous les moyens qu'il faut, il fonctionne comme cela se doit, comme à l'ancienne, malgré cette loi qui est presque inexistante dans la pratique. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est tout à fait normal que Éric Gondeté puisse ne pas être aussi actif. Même, il est actif. Il est actif sur le plan politique. Donc, ce que je dis, nous parlons justement de chef de file de l'opposition. Oui, il est actif en tant que membre de l'opposition, en tant qu'acteur politique au niveau de l'opposition, mais le chef de file de l'opposition qu'on lui donne en tant que poste aujourd'hui, selon la loi qui doit lui être attribué aujourd'hui, n'est qu'un poste fictif. Et donc, il n'attendra pas ce poste-là avant de pouvoir mener toutes les actions qu'il doit mener en tant que membre de l'opposition. Donc, chef de file de l'opposition ou non, il est un acteur politique de l'opposition très clé et il mène les actions selon les aspirations de son parti. Et c'est ce qui doit être. C'est qu'aujourd'hui, on vote une loi, mais dans l'applicabilité, on ne le fait pas.
de façon, je dirais, démocratique comme il le faut. On le fait selon la tête du client, on le fait selon ceux qui doivent occuper ces postes-là. Sinon, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'à l'instant, depuis la vote de cette loi, on n'arrive pas à mettre en pratique de façon tangible, en mettant les moyens qu'il faut, les dispositions qu'il faut pour pouvoir permettre à ces acteurs de l'opposition de mieux mener leurs actions. Allez, merci. Peut-être qu'on craint que ces moyens... Peut-être que ça va venir, Mac, ça va si on mettait ces moyens au service du chef de l'opposition, peut-être on craint que ces moyens puissent être utilisés encore contre le pouvoir en place. Donc, on décide de ne pas mettre les moyens à leur disposition. C'est encore une stratégie politique. Bon, nous ne pouvons pas juste dire ce qui a lieu de faire. Je pense que c'est votre opinion. Nous allons donc passer au deuxième sujet. Célestine Zanou, au domicile de Boni Yahi. Nous l'avons vu, les photos ont circulé, les vidéos également. Est-ce, Mac, une visite de courtoisie ou une tractation pour les élections de 2026 à venir? À l'heure actuelle, il n'y a plus de visite de courtoisie. Vous êtes sûr et certain? À l'heure actuelle, aucune visite de courtoisie n'est plus possible entre des acteurs politiques. Non, mais Yahi Boni et puis des acteurs ce sont des amis politiques de longue date. Vous avez dit quoi? Des amis politiques. Oui. À l'enjeu qui nous attend, nous tous aujourd'hui, ce sont les élections générales de 2026. Et vous avez commencé par voir les visites d'amitié, les visites de courtoisie et autres qui existent, que ce soit entre Mais vous estimez que ce n'est pas une visite de courtoisie? Oui, c'est ce que cela semble être. Ça semble être une visite de courtoisie, mais ce n'est pas une visite Elle est venue rendre visite à son frère ou son grand frère. Depuis combien de temps? Son grand frère est toujours là. Pourquoi décider de pouvoir faire cette visite-là à ce moment précis? C'est pour vous dire en réalité que les enjeux de 2026 présagent déjà à une grande période électorale. Et donc, à l'approche de cette période, je pense que tous les acteurs politiques aujourd'hui tiennent à cœur, d'accord, les enjeux. Et ils savent déjà, ils sont en train déjà de réfléchir, de poser les jalons pour pouvoir voir par quelles voies et moyens ils peuvent quand même avoir la majorité quand même des citoyens acquis à leur cause. Et donc, pour pouvoir le faire, il faut forcément nouer des alliances, nouer des partenariats. Et dans cette dynamique aujourd'hui que vous allez voir, beaucoup de visites entre acteurs politiques pour pouvoir quand même essayer de discuter. Il y a également des visites qui se font dans l'ombre, des visites dont la presse n'est pas informée. Ces visites-là sont des visites stratégiques pour pouvoir quand même essayer de négocier, de tisser des liens, de partenariats entre acteurs politiques en vue des élections générale de 2026. Et donc, je pense que cette visite de Zanou, Célestine, avec l'ancien chef d'État, Boni Yahi, est une visite, pas de courtoisie, mais une visite qui rentre dans une dynamique de négociation politique, forcément. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, sur l'échiquier politique, on a eu à voir par le passé des femmes qui étaient vraiment, qui incarnaient beaucoup plus la politique, d'accord, qui défendaient beaucoup plus et qui représentaient la cause féminine au sein des partis politiques. Aujourd'hui, maintenant, on en a très peu. Vous avez vu une certaine Marie-Élise Bédot qui n'existe plus pratiquement. Il y a une certaine, je vous dis, je parle de l'ancienneté. Quand on parle d'ancienneté, on n'en a plus aujourd'hui. Ne me parlez pas de celles qui sont nées qui sont nées sous Patrice Talon. Il y en a qui existent depuis Kérékou et qui aujourd'hui continuent. C'est l'exemple que vous avez par exemple. Et donc quand vous prenez, parmi celles qui également ont été candidates, parmi celles qui ont été également candidates aux élections présidentielles par exemple, Célestine Zanou fait partie de l'une des figures les plus anciennes. Mis à part le fait qu'aujourd'hui, on ne voit plus une certaine Marie-Élise Bédot sur la scène politique, qui a disparu, en quelque sorte. Un silence radio. Exactement. Donc aujourd'hui, si on sent celle avec qui on peut composer, d'accord, aujourd'hui, Célestine Zanou fait partie de ces voix qui, quand même, de temps en temps, arrivent à s'élever pour pouvoir critiquer un certain nombre de choses, donner ses opinions par rapport à un certain nombre de choses et
En cela, elle participe déjà à l'animation de la vie politique en tant que femme politique. Mais il y a longtemps, on l'a entendu, hein, on ne l'a plus jamais vue sur l'échiquier politique. Non, si ce n'est que sa dernière récente sortie où elle a réagi face à la destruction annoncée du marché d'Antopa. Oui. Exactement. Donc, ça veut dire qu'au moins, elle surgit par moment pour pouvoir réagir par rapport à un certain nombre de questions. Elle a critiqué également récemment les réformes politiques où elle a fait des propositions par rapport aux réformes politiques. C'est vrai qu'elle n'est pas acteur clé du pouvoir en place pour pouvoir donner, pour que ces résolutions soient totalement prises en compte. C'est le gouvernement qui décide, c'est le chef de l'État qui décide de sa politique en tant que chef d'État, la politique qu'il doit mettre en place pour pouvoir, pour lui permettre quand même de pouvoir avancer dans ces réformes. Et donc aujourd'hui, Célestine Zanon est une femme, une acteur clé par exemple de la scène politique et aujourd'hui, elle a son mot à dire. Et tous les acteurs politiques aujourd'hui, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, savent déjà vers qui aller par rapport aux échéances qui viennent, vers qui aller négocier par exemple, qui avoir de son côté. Une chose est sûre, c'est qu'elle a forcément des militants et des militantes qui sont acquis à sa cause. Et donc, il faille quand même essayer de pouvoir négocier avec elle, de pouvoir voir ses aspirations pour les échéances de 2026, qu'est-ce qu'elle espère, quelle est son idéologie, quelle est son approche par rapport aux questions électorales. Et voir, ça ne veut pas dire que forcément, du fait qu'elle ait discuté avec l'ancien chef d'État Boni Yahi, cela veut présager déjà qu'il y a un accord de principe entre eux. Non, pas forcément. Il y a également d'autres, les jours à venir, elle pourrait rencontrer également d'autres acteurs politiques, par exemple, comme le président Djokbenou, par exemple, elle pourrait le rencontrer, discuter avec lui également. Aujourd'hui, on a vu cette femme qui incarnait peut-être un peu l'opposition qui devait aller aux élections présidentielles aujourd'hui et par le passé, qui est aujourd'hui en prison. Je veux parler de Rikane Magdougou. Elle pourrait être une alternative, d'accord, au remplacement de Rikane Magdougou lorsqu'on sait qu'elle n'a pas forcément la chance d'être libérée avant les échéances de 2026. Et donc, elle pourrait être une alternative également. Donc, peut-être que c'est dans cette dynamique également que le chef de l'État, l'ancien chef d'État, Boni Yahi, est en train d'approcher Célestine Zanon. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique, il faut promouvoir également la gente féminine. Et pour le faire, il faut pouvoir avoir une femme qui soit assez représentative, et le gouvernement qui incarne la carrure. Est bien sûr en phase avec cette dynamique. Exactement, puisque nous avons une vice-présidente. Et au sein des grands partis de la mouvance présidentielle, que ce soit le BR et l'UPR, nous avons également des femmes politiques aujourd'hui qui aspirent à cette fonction-là. Et donc, juste dans ce jeu politique, est-ce que l'opposition également, les démocrates ne sont pas également en train de pouvoir faire dans une proposition où on aura peut-être un président et une vice-présidente. Donc, s'ils sont dans cette dynamique, il va falloir, après l'option Rikane Magdougou, qui est une option inexistante, qui est une option très peu probable, il va falloir aller vers d'autres acteurs politiques féminins pour pouvoir essayer de pouvoir compenser ce vide-là. Et peut-être que Célestine Zanon était, ou bien est, peut-être la porte possible pour les démocrates. Allez, Henri, tête à tête entre Zanon et puis Yahi Boni, est-ce une visite de courtoisie ou cela entre en ligne de mire avec les élections présidentielles? C'est des préparatifs déjà qui sont enclenchés. Je pense que Mac a dit beaucoup de choses par rapport donc, à ce qu'on peut dire, parce qu'il n'y a pas eu une déclaration officielle. Donc nous allons spéculer. Nous en tenir, oui. Mais non, mais selon vous, une visite sous fond politique, les élections de 2026 sont là. Et il y a un point de l'analyse que que je pose bien, c'est qu'il faut chercher l'oiseau rare. L'oiseau rare qui puisse faire le jeu aujourd'hui. Et vous savez que Célestine Zanon a travaillé pour l'avènement de la rupture. Après, donc, elle a tourné donc, à dos par rapport aux réformes et tout le reste. Et elle est critique aujourd'hui à l'égard du pouvoir en place. Et donc, sa posture permet d'être récupérée, d'être recrutée par le Parti des démocrates qui entend faire le combat en 2026. Et vous savez que pour les élections à venir, Yahi Boni doit forcément jouer donc, sur le choix du duo. Et dans le choix donc, du duo, il faut chercher quelqu'un qui peut incarner bien sûr une personnalité. Et quand vous prenez Célestine Zanon, quand vous connaissez son parcours politique, également une intelligence à fleur de peau, une
dame avec une conviction. Elle a quand même de l'expérience. Hein? L'expérience, une dame avec une conviction reconnue au Bénin et à l'extérieur en tant qu'agronome, géographe et tout le reste, avec ce que j'ai lu sur elle. Aujourd'hui, vous pouvez pas, on ne peut pas ne pas reconnaître que Yaya Boni donc, est en train de chercher celle, comme Télé Mac, celle qui peut faire le jeu en lieu et place donc, de Rekia. Parce que vous savez, Rekia était l'espoir de cette formation politique. C'est pour ça qu'entre-temps, on cherchait donc toujours la formation politique qu'on appelait à sa libération. Ce qui n'est pas d'office su avant donc, les élections de 2026. Et quand vous écoutez également le président Patrice Talon à une de ses sorties, qui dit bon, on peut comprendre que sa sortie n'est pas pour demain. Et donc il faut chercher également une figure aussi emblématique comme Cécile Zanon pour faire le jeu. Et donc cette consultation, on ne peut pas mettre ça dans le sillon de visite de courtoisie. Non, ça c'est une consultation pour s'entendre sur un minimum. Oui, peut-être Yaya Boni lui a dit, écoute, je pense que tu peux faire le jeu avec nous. Eh bien, va réfléchir, reviens-moi. Vous savez qu'il y a eu d'autres consultations qui n'aura pas assez d'écho, comme celle de comment on appelle, Nicéphore Soglo. Mais dès qu'il y a eu une consultation avec Adrien Ngbedi, ça a d'écho, parce que Adrien Ngbedi est de l'autre camp. Et donc forcément, il faut voir un peu la stratégie politique. Et quand on connaît Boni Yayi qui travaille en soudine, bien évidemment, pour gagner les élections de 2005, il a dit à plusieurs reprises, c'est son dernier combat. Donc forcément, il faut aller chercher donc l'oiseau à l'emblématique, qui peut faire le jeu. Et pour moi, je pense que ce n'est pas une visite de courtoisie, mais plutôt une tentation énorme pour les élections de 2026. Et quand on prend Cécile Zanon, qui a une posture bien connue aujourd'hui, un regard critique sur la gouvernance aujourd'hui, je pense qu'elle a toutes les chances d'être recrutée par cette formation politique. Mais parce que, d'abord, au sein de celle-là qui est contre la destruction du marché de... Non seulement ça, il y a beaucoup d'autres choses. Elle est montée au créneau. Mais elle a peut-être raison sur ce coup-là. Mais bon, quand on prend également les raisons évoquées par le pouvoir en place, on peut considérer ça. Ce n'est pas encore le débat. Mais quand on prend le parti les démocrates, au sein de cette formation politique, quelle femme aujourd'hui peut incarner une personnalité politique qui puisse faire le travail, qui puisse haranguer la foule par rapport à une vision que le parti va Vous pensez qu'elle pèse dans la balance? Elle pèse sérieusement dans la balance. Quand je prends, ce n'est pas pour les dénigrer, mais quand je prends même les députés démocrates, les femmes députées démocrates, aux côtés de Cécile Zanon, elle ne pèse pas. Elle ne pèse pas quand Marc parlait donc de celles qui sont nées sous talon. Il parlait donc de ces femmes-là qui sont députées, mais qui ne puissent pas faire le travail aujourd'hui convenablement. Elles ne puissent pas faire de ce Parlement monocolore. Voilà. Donc celles-là ne peuvent pas s'octroyer un titre d'acteur politique, en tout cas phare. Quand vous avez fait Kéréko et que vous connaissez l'énigmatique de cet homme-là, et quand vous avez fait avec Thévoy Diray, un homme qui a volé dans... Vous avez le bagage, vous avez le bagage. Oui. Je n'ose pas dire que c'est la Margaret béninoise, mais ceci a quelque chose à vendre. Et Yaya Boni, je crois que Yaya Boni est prêt aujourd'hui à acheter ça pour faire le jeu politique. Parce que les élections qui viennent là, ce ne sera pas la tête du client, mais ce sera juste une course de fond. Il faut travailler pour décrocher donc, le Graal. Pour moi, oui, ce n'est pas une visite de courtoisie, simple visite de courtoisie, mais plutôt une tractation pour les élections donc, à venir. Elle ne sera pas positionnée comme une simple candidate pour les communales, une simple candidate pour les législatives, mais plutôt, je la vois dans le starting block, bien sûr, des candidats pour le duo va faire le premier. Et puis, pour la présidentielle. Et si elle a toute l'action de Boni Yayi, vous voyez plus ce que ça signifie. Donc, pour moi, je pense que c'est pour jouer le jeu qu'il y a cette visite-là. Pour montrer également au peuple que, oui, nous avons... Je suis là, je suis là. Mais également, je fais partie donc de cette famille du président. C'est pas, le président Yaya Boni ne reçoit pas n'importe qui. D'accord?
Donc, voilà. Il peut quand même nous recevoir également. Oui, oui, nous en tant que journalistes, pas en tant qu'acteurs politiques. Parce que là, la première question qu'il va vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que vous pouvez nous apporter. C'est ça. Mais bon, en tant que journaliste, et les jeunes journalistes qui ont travaillé tout le reste. Mac Boudjanou, à l'occasion de ses 50 ans, le Bénin a des questionnements sur l'impact de la CEDEAO. Nous informe Matin Libre dans sa parution. Si l'on sait que l'objectif principal de la CEDEAO, c'est bien sûr, vous le savez très bien, promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective. Est-ce que la CEDEAO a su quand même jouer sa partition depuis il y a 50 ans? Oui, demi-siècle. Ça fait beaucoup pour une institution comme la CEDEAO. Nous ne pouvons pas occulter tout ce que la CEDEAO a pu faire au bout de ces années. Il y a eu beaucoup d'avancées en ce qui concerne la circulation des biens et personnes, en ce qui concerne la coopération bilatérale entre les États de la CEDEAO, en ce qui concerne également l'utilisation d'une monnaie, par exemple, qui puisse renforcer nos différentes économies. Et donc, sur le point d'avancement, il y a quelques avancements notables qui peuvent être considérés au sein de la CEDEAO. Mais nous remarquons de façon générale que la CEDEAO est confrontée à beaucoup plus de défis. Ces défis concernent en réalité des défis institutionnels liés par exemple aux acteurs, c'est-à-dire aux acteurs qui incarnent cette institution. Lorsque vous prenez des chefs d'État qui sont au devant de la scène, vous prenez un certain nombre de chefs d'État par exemple qui sont au sein de la CEDEAO, qui imposent leur veto et qui ont, je dirais, qui ont la télécommande pour pouvoir mieux orienter toutes les décisions de la CEDEAO, cela pose problème. Ou parfois la CEDEAO est finalement devenue un instrument politique. Un instrument politique où par exemple certaines décisions de la CEDEAO... ne devrait pas être le cas. Ce qui ne devrait pas être le cas. Vous voyez parfois certaines décisions de la CEDEAO qui ne sont pas du tout respectées dans la zone CEDEAO. Où la CEDEAO n'arrive pas à s'imposer. D'accord, en tant qu'institution régionale, n'arrive pas à s'imposer. À donner un certain nombre. Oui, c'est pourquoi je parle du fait qu'il y a certains acteurs politiques, certains chefs d'État qui sont derrière, qui ont quand même, on peut sembler voir un certain veto sur certaines décisions de la CEDEAO, ou quand ces décisions ne les arrangent pas, quand ils ne donnent pas leur mot par rapport à ces décisions-là, c'est que ces décisions ne passent pas. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins où il faut falloir réfléchir, par exemple, sur les vraies aspirations des peuples vis-à-vis de la CEDEAO. Est-ce que ce qu'on attend de la CEDEAO, ce que le Bénin attend, ce que les populations béninoises attendent de la CEDEAO, est-ce que c'est à cette aspiration-là que la CEDEAO aujourd'hui est en train de répondre? Non. Pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, l'on voit qu'on a en tout cas une CEDEAO qui est limitée. D'accord, qui est limitée dans ses actions, qui est limitée par les acteurs politiques, qui imposent une dynamique qui ne concorde pas forcément avec les aspirations des peuples. C'est vrai qu'il y a cette autonomie parfois entre griffes énergétiques, cette autonomie, cette fusion ou cette, en tout cas, cette, je dirais, cet accord, ces accords par exemple de coopération militaire qui existent également, qui permettent quand même en tout cas à certains, lorsqu'il y a des conflits dans certains États, de pouvoir envoyer, par exemple, une délégation par exemple. Oui. Mais le véritable problème auquel on est confronté aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, mis à part les chefs d'État qui ne veulent pas quitter le pouvoir, vous avez vu, c'est cette inaction de la CEDEAO, d'accord? Cette volonté de ne pas pouvoir se rendre assez démocratique, en ayant des chefs d'État qui tirent les ficelles dans l'ombre, de part et d'autre, qui font qu'aujourd'hui, par exemple, on n'a plus dans cette CEDEAO le Niger, le Mali, le Burkina Faso, qui ont quitté aujourd'hui, qui constituent aujourd'hui l'AES. Ça fait partie des faiblesses de la CEDEAO. Parce que si ces États ont pu quitter, c'est à cause de ces insuffisances qui sont au sein de la CEDEAO, où la CEDEAO est même prête à pouvoir protéger des chefs d'État qui veulent rester au pouvoir éternellement. Vous prenez par exemple le Togo, par exemple,
où le père a laissé le pouvoir, où c'est le fils qui prend le pouvoir. Et depuis des années, qui arrive, par exemple, à se maintenir au pouvoir, qui arrive à changer les lois pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Mais aujourd'hui, qu'on se réclame aujourd'hui comme un pays démocratique, et ceux-là sont au sein de la CEDEAO aujourd'hui. Mais avec ça, vous voulez attendre quoi de cette CEDEAO aujourd'hui? Qui doit prendre des décisions? Qui sont ces chefs d'État-là, qui sont au cœur de la CEDEAO? Vous prenez Ouattara aujourd'hui, qui ne veut pas partir, qui est en train de jouer un double jeu, par exemple. Qui sont les acteurs clés de la CEDEAO, qui sont ceux qui tirent véritablement les ficelles au sein de la CEDEAO. Ça veut dire qu'avec ces acteurs politiques, on ne peut pas espérer grande chose. Et ces autres pays ont compris très tôt, en quittant la CEDEAO, en formant l'AES aujourd'hui, qui est aujourd'hui plébiscité par, en réalité, toute la classe d'accord, de la jeunesse au sein de l'Afrique et au sein, même en dehors de l'Afrique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la CEDEAO n'a pas pu trouver une alternative crédible. La CEDEAO a perdu de sa crédibilité. Lorsque nous prenons même nous, pays, qui faisons partie de la CEDEAO aujourd'hui, par exemple, compte tenu des enjeux qu'on a, les enjeux sécuritaires qu'on a, par exemple, liés à la menace djihadiste aujourd'hui. Qu'est-ce que la CEDEAO nous propose aujourd'hui comme solution, mis à part les communiqués de soutien pour nous dire ils sont de cœur avec le Bénin, ils déplorent. Mis à part les communiqués, est-ce que c'est des communiqués qu'on a besoin aujourd'hui? Des communiqués instantanés, bien sûr. Exactement. Est-ce que c'est de ces communiqués qu'on a aujourd'hui? On a besoin d'actions fortes. On a besoin d'une synergie d'action au sein de cette CEDEAO. Pourquoi ne pas également aujourd'hui, lorsqu'on sait que la menace djihadiste est aux portes, par exemple, du Bénin, ça peut quitter le Bénin, c'est aller vers le Nigeria où on a Boko Haram de l'autre côté. C'est aller vers le Niger, le Burkina, le Mali aujourd'hui, qui constitue aujourd'hui l'AES par exemple. Si éventuellement la CEDEAO avait anticipé et avait formé une unité d'élite composée des militaires de ces différents pays par exemple contre la menace djihadiste, vous pensez qu'on n'aurait pas une approche de solution par rapport à ce problème aujourd'hui? Donc nous-mêmes qui faisons partie de la CEDEAO aujourd'hui, nous n'avons pas ce soutien de la CEDEAO, ce soutien logistique, matériel, ce soutien humain dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir quand même lutter contre ce phénomène-là. Et chaque État se retrouve seul face à cette difficulté. Et malheureusement, cela ne répond pas en réalité dans une dynamique, par exemple, de cette union qu'est la CEDEAO aujourd'hui. Aujourd'hui, il faille quand même reconstruire, d'accord, redéfinir, d'accord, les priorités de la CEDEAO, redéfinir les bases, et il faut qu'ils se servent des erreurs qu'ils ont eu à faire, et ces erreurs qui ont conduit au départ de 3 grandes nations, par exemple, de la CEDEAO. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où peut-être il y a d'autres pays qui aspirent à rejoindre l'AES. Jusque ces pays ne répondent pas réellement aux normes exigées par les pays de l'AES. Sinon, par exemple, vous aurez peut-être pu retrouver déjà un Togo dans l'AES, parce qu'on sait déjà que le Togo n'est pas un pays démocratiquement comme cela se doit. Et c'est pour ça que l'AES ne veut pas forcément qu'il fasse partie de leur. Et donc, il y a déjà une dynamique qui est imposée de ce côté-là. Il faudrait également repenser toute la politique de la CEDEAO pour qu'elle devienne réellement une institution pour les citoyens de la CEDEAO et non seulement pour les chefs d'État qui sont au sein de cette institution et qui veulent s'éterniser au pouvoir. Henri Yambadé, 50 ans après, la CEDEAO, est-ce un bilan positif ou négatif? Donc ça dépend donc, de quel secteur, quel pan on prend donc, par rapport donc, à l'existence de la CEDEAO. Mais il faut déjà reconnaître que le Bénin est présenté comme un bon élève de cette institution-là, parce que le Bénin respecte bien évidemment les recommandations et les clauses et tout le reste. Vous vous rappelez ce que le Bénin a subi après avoir respecté bien évidemment les consignes fermes de la CEDEAO qui avait décidé donc la fermeture des frontières. Je ne veux pas rappeler donc cette histoire-là pour encore créer plus de polémiques, parce que le Bénin ne pouvait pas ne pas respecter en tant que membre actif et de cette institution-là. Mais il pouvait donc le faire comme Mac l'a dit, un certain Togo, par exemple, n'avait pas respecté, et pourtant donc, était des acteurs clés de cette institution-là. La CEDEAO a besoin d'être repensée. Après 50 ans, après un demi-siècle, je crois que les acteurs pour la célébration, après tout ce qu'il y a comme manifestation et tout le tintamarre qu'il y a eu autour, devraient s'asseoir pour se demander, pour se poser des questions. Est-ce que véritablement les pères fondateurs, la mission qui a été assignée donc à cette institution par les pères fondateurs, est-ce que cette mission nous avons pu atteindre Quand il prend la stabilité sécuritaire dont parlait Marc aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de choses que la CEDEAO a failli.
failli, par exemple, quand on parle de l'attaque djihadiste, même le président de Tinubu, qui en a exercice aujourd'hui, et dans son pays, vous voyez un peu ce qui se passe comme attaque, comme déchéance, comme instabilité politique. Et donc, c'est que sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup de choses que la CEDEAO peut faire pour se repositionner dans la tête, bien sûr, des citoyens, des Africains. Oui, je suis d'accord avec le journal, mais il fallait poser la question serait de se demander, les Béninois se demandent quel est l'impact de la CEDEAO sur leur quotidien aujourd'hui. D'accord ? Les Béninois se demandent quel est l'impact de la CEDEAO sur leur quotidien aujourd'hui. Oui, si nous faisons partie d'une institution comme celle-là, qui est une institution phare, oui, comme les autres institutions, mais qui n'apporte pas grand-chose dans la politique de notre pays. Il se limite seulement au communiqué. On se demande, mais quel est son apport aujourd'hui? Nous avons peut-être la libre circulation. Nous avons cette capacité de circuler librement. Oui, mais aujourd'hui c'est limité. Hein, avec l'AES qui se crée aujourd'hui, on ne peut plus circuler librement vers le Niger aujourd'hui. C'est ce que vous dites, qui a mis assez de contraintes aujourd'hui. Vous devez faire assez de formalités avant de rentrer dans ces pays-là. Et donc, forcément, pour moi, il faut repenser encore la CEDEAO aujourd'hui. Après 50 ans, qu'est-ce que la CEDEAO devient? Il faut s'asseoir et parler de ça. Et ça va permettre également de redimensionner les choses. Ça va permettre également de repositionner la CEDEAO dans la vision des politiques. Maca fait soulever un problème. Il a peut-être parlé d'une main invisible ou d'une télécommande. Il a dit un certain nombre de choses. On va observer deux cas. Le cas Ouattara et le cas du Niger, par exemple, où devant, au vu de la CEDEAO, Ouattara a manipulé donc les tests, bien évidemment, pour se repositionner et en train de faire un troisième mandat. Et un quatrième mandat se pointe à l'horizon. Oui. La CEDEAO devait normalement réagir par rapport à ce genre de choses. Quand il prend par exemple le Togo on a créé, il y a déjà un soulèvement de ce côté-là avec toute une polémique qui a créé, on sait qu'on doit quitter, mais on a changé les tests pour se positionner, pour parler également aujourd'hui de régime parlementaire. C'est une manipulation des tests. C'est une vision que la CEDEAO doit combattre, bien évidemment. Mais la CEDEAO reste là. Donc, travaille également mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne cloche pas? Justement, c'est ça, à ce niveau-là. Il n'y a que la CEDEAO joue avec certains intérêts. Joue, pour moi, avec des faibles. Quand on sait qu'un pays est faible, on peut bien évidemment lui imposer un certain nombre de veto et tout le reste, on joue. Mais quand il s'agit des acteurs clés qui sont dans le secteur décisionnel, on n'arrive pas à parler avec ceux-là. On n'arrive pas à leur imposer un certain nombre de choses. Donc la CEDEAO, normalement après 50 ans, après les manifestations, après la célébration, oui, les colloques et tout le reste, doit s'asseoir, les acteurs doivent s'asseoir, repenser et se demander est-ce que au départ, les idées projetées par les pères fondateurs en créant cette institution, en créant ce cercle-là, est-ce que nous sommes en train de jouer donc sur la même longueur d'onde? Et pour moi, il y a quelque chose à changer, à corriger forcément, sur le plan sécuritaire. Sur le plan, monétaire, aujourd'hui, oui, on a tout le temps parlé de l'éco. On est toujours liés. Quand vous parlez donc de libre circulation, je suis d'accord. Mais au niveau des échanges monétaires aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? C'est un problème crucial qui est là. Vous allez, les gens, les trois pays de l'AES, bientôt vont créer leur monnaie. C'est déjà une garantie économique. Mais une avancée. Une avancée économique. Aujourd'hui, après 50 ans, où est-ce que nous en sommes? C'est la question, la grosse question, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan développement, également sur le plan logistique. Oui, Maca a fait sortir une belle idée. Oui, la CEDEAO pouvait créer un corps d'élite qui pourrait permettre au pays de combattre le terrorisme. On en est où? C'est ça. Donc d'autres défis restent à relever. Oui, je voudrais même revenir sur un aspect très important. Vous allez constater que la plupart des pays qui constituent la CEDEAO sont d'anciennes colonies françaises. D'accord? Sont d'anciennes colonies françaises. Ce qui fait que la France avait en quelque sorte sa main invisible dans toutes les opérations que menait dans toutes les opérations que menait la CEDEAO. Et c'est ce qui explique par exemple un certain nombre de partenariats, dont les partenariats militaires, d'accord, entre la France et plusieurs pays de la CEDEAO, surtout les pays francophones.
Et vous avez vu, ce sont ces accords qui ont commencé par être mis en cause par les dirigeants de ces pays, en ce qui concerne surtout l'AES, en refusant à ce que les bases françaises puissent continuer d'exister dans leur pays, en faisant repartir les militaires français chez eux. Et donc, ça faisait partie des points d'achoppement, par exemple, liés, par exemple, à la création, par exemple, de l'AES. Ça veut dire que, au niveau de l'ancienne colonie que nous constituions, d'accord, en tant que pays, la France avait toujours des directives de façon diplomatique, par exemple, nous imposait, ou d'une manière ou d'une autre, nous imposait quand même quelques directives à suivre, par exemple, par rapport à la politique que nous devons mener. Ce qui implique que la CEDEAO n'a pas forcément l'autonomie qu'on pense voir. Ce qui l'empêche peut-être de pouvoir mener, décisions, par exemple, de pouvoir prendre des décisions, parce qu'en réalité, la plupart de ces chefs d'État qui sont tapis dans l'ombre, en dessous de la CEDEAO, qui tirent les ficelles aujourd'hui, sont des alliés très très proches de la France. Et donc, ce qui pose un véritable problème d'autonomie. Et lorsque vous quittez ce sujet, par exemple, vous venez, par exemple, j'ai abordé le point de vue des coopérations militaires, par exemple, qui ont été mises en cause par les pays de l'AES, ce qui a fait la scission entre ces trois pays et la CEDEAO aujourd'hui, où chacun est dans l'observation. Imaginons un instant que s'il y avait cette franchise, s'il y avait cette franche collaboration, par exemple, entre les pays de la CEDEAO, on ne serait pas si attaqué que ça. Vous avez vu au niveau les problèmes qu'on rencontre au niveau de la zone TRIP aujourd'hui, entre le Burkina, le Niger et le Bénin, où on n'a pas assez d'informations venant des deux autres pays qui puissent nous permettre, par exemple, de mieux nous préparer, par exemple, aux attaques djihadistes. Je reviens, par exemple, au problème monétaire. Oui, des pays de la CEDEAO utilisent le franc CFA. Cette franc CFA, par exemple, qu'on a toujours critiqué, d'accord, dont la France a le monopole, d'accord. Et donc, ça pose un véritable problème sur l'autonomie financière au niveau de ces pays-là. Ça veut dire que toujours est-il que nous dépendons de la France à travers notre monnaie, qui est le franc CFA, et de cette façon-là, de quelle autonomie on veut parler avec la CEDEAO. Ça veut dire que nous sommes toujours liés. Et donc, cette autonomie financière, si nous n'arrivons pas à l'avoir, tôt ou tard, on sera toujours lié de façon diplomatique ou bien de façon monétaire par rapport à notre ancien patron, qu'est la France. Et donc, c'est ce que veut toujours la France. Et c'est ce qu'a commencé par décrier la plupart des acteurs panafricanistes aujourd'hui pour demander à ce que certains de ces pays-là, même si on ne peut pas avoir notre propre monnaie en tant que pays, qu'on puisse s'associer, d'accord, pour pouvoir définir et pouvoir avoir notre propre monnaie, comme veut faire l'AES aujourd'hui. C'est vrai que cela, c'est tout un débat technique qui doit se faire sur la question pour pouvoir le définir. Mais aujourd'hui, il faut quand même qu'on aille de l'avant, qu'on quitte ces anciennes dominations qu'on a toujours eues vis-à-vis de la France et de ses alliés pour pouvoir quand même avoir une autonomie digne du nom. Nous ne pourrons pas le faire aujourd'hui sans la vraie volonté également de nos chefs d'État qui sont là aujourd'hui, qui sont des alliés également de la France et qui veulent forcément faire la politique de la France selon leurs intérêts parce qu'ils veulent rester au pouvoir de façon éternelle.